Mais vous avez roulé votre bosse et avant, on pourrait en parler, avant vous n'avez pas été ethnologue ni cinéaste. Dans le théâtre, bon, j'ai fait des adaptations de théâtre, j'ai travaillé dans une troupe pendant 5 ans, puis et après j'ai fait de la musique pendant une dizaine d'années aussi. Vous avez fait de la musique, c'est-à-dire? J'ai créé un groupe qui s'appelait Bébé Opéra, qui était un groupe expérimental où j'étais vocaliste et où je travaillais avec des musiciens de jazz. C'était un travail de musique d'improvisation. On a fait... en France, c'était? En France, oui, on a fait un certain nombre de choses. C'était à quelle époque, pour citer? C'était les années 80-90 en gros. Le théâtre c'était 70-80, 80-90. J'ai continué l'écriture et puis j'ai rencontré François qui m'a proposé de publier ce premier bouquin que j'ai écrit il y a eu 6 ans à peu près. D'accord, voilà. Très bien. Alors on va en parler. Alors d'où vient le titre? Alors oui. Un titre étrange hein, pour un livre ni du voyage ni du paysage. Oui, de négation. Alors voilà, généralement les éditeurs, enfin les distributeurs des éditeurs disent surtout pas de négation dans les titres. Hein. Là il y en a 2 comme ça, là, vous revendiquez. Hein. Je revendique, absolument. Avec une rime en plus, ni du voyage ni du paysage. Alors bon, il faut expliquer aussi que le personnage principal féminin, bon, c'est une histoire de femme, vue par un homme, mais le personnage féminin a écrit des poèmes et ce titre est tiré de poèmes de ce personnage, comme la plupart des épigraphes du livre d'ailleurs, qui sont un espèce d'accompagnement de la vie, par la vie intérieure de cette femme, des événements qui se passent, voilà, qui sont un autre... Et donc, pourquoi ni du voyage ni du paysage? Eh bien parce que c'est une femme qui n'arrête pas évidemment ni de voyager, ni d'être... bon, les paysages ont aussi énormément d'importance dans le livre. Et parce que c'est une femme qui ne sait pas où, en fait, qui est en quête de son identité et qui essaye de se constituer des briques et des brocs, des rencontres, bon, c'est comme si on ne savait pas comment on était fabriqué. Donc c'est toute cette fabrication qu'elle interroge jusqu'à la fin du livre, où elle finit enfin par dire « je » dans la 3e partie. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut entendre un petit extrait alors, justement? Oui. Si tu commences à nous raconter l'histoire, on va peut la lire. Non, non, non. Alors, Patrice. Ah, et donc on a un lecteur. Alors peut-être. Oui, parce que comme la place au lecteur, il va faire partie du dialogue. Voilà. Donc, c'est le chapitre 3 qui s'appelle Ève. Et l'épigraphe dont je vous parlais, c'est « Tu seras mon esclave, mon idolâtre, mon aliéné ». Kurt prit le chemin vert, coupa par les herbes hautes et s'enfonça dans les lagures aux épis dorés par le soleil. Il arriva au blocos, plaqué sur le bord de la falaise comme une verrue hérissée de ferrailles tordues. À l'entrée, attachée à un pieu par un filin, une plaque de tôle rouillée grinçait au vent. L'inscription était calligraphiée à l'ancienne avec des pleins et des déliés. Propriété privée et défense d'entrée. C'était la rime d'un poète. Gustave, le facteur du village, habitait le bunker où personne ne s'aventurait jamais. À cause que l'alcool, ça rend violent. Mais ce jour-là, Kurt apportait de la goutte. Il avait du vague à l'âme et espérait une lettre d'Ève. La tempête avait précipité un pan de falaise et la moitié du blocos dans l'océan, et l'escalier qui menait à ses entrailles s'illuminait maintenant d'une trouée de ciel. Gustave était absent, et les mouettes avaient déposé leurs fientes sur le matelas éventré. Des paquets de lettres que personne n'avait lues s'empilaient contre la paroi, rangées en ordre alphabétique, et les enveloppes jaunies par le temps étaient classées par date. Au village, les gens se plaignaient de la rareté du courrier. Kurt s'approcha de la brèche ouverte sur le vide.
Il était sujet au vertige, mais aimait défier les abîmes. Il admirait la splendeur des rouleaux qui cognaient tout en bas les blocs déchiquetés du blocos, quand un malaise horrible le jeta sur la paillasse du facteur. La vision brouillée, il crut reconnaître, en haut de l'escalier, une silhouette qui s'éloignait. Ève ou son fantôme? Après ces moments bénis d'oubli paisible, son apparition le précipitait dans le gouffre d'une passion qu'il pensait avoir enterrée. Était-ce une hallucination? Enfoncé dans les débris laineux du grabat, le regard noyé dans le ciel d'orage, il revit leur dernière et brève rencontre à Paris. Après un long silence, Ève s'était montrée pressante au téléphone. Il était accouru, un peu émoustillé. Mais en arrivant dans son petit 2 pièces sombre, oppressant et débordant d'objets hétéroclites, il avait déchanté. Elle avait beaucoup maigri et avait les yeux cernés. Elle lui servit un cognac. Il l'observait, inquiet. Il avait déjà un cadavre encombrant sur les bras, un de ses patients qui s'était jeté sous les roues du métro au sortir de sa thérapie. Allait-elle, elle aussi, lui jouer ce sale tour? La fille d'Ève, une minuscule pisseuse, prénommée Suzanne, se jeta alors sur lui et investit ses genoux comme une ventouse. Il eut un haut le cœur. Depuis un moment, il vivait avec Evita et leur fils Bastien, âgé de 3 ans. Non, il n'allait pas basculer encore dans cette énigme qu'il n'avait jamais résolue. Pourquoi Ève était-elle si mutique? Suzanne s'accrochait à ses genoux. Kurt, mal à l'aise, s'accusa. Ève, tu as été ma deuxième faute. Comme mon patient, tu es entrée très vite dans le silence. Et tu n'en es plus sorti. Avec les autres, tu jacassais comme un volatile, mais avec moi, les rares mots qui sortaient de ta bouche annonçaient toujours un nouveau départ ou un autre voyage. Tu m'espionnais, attaqua Ève. Combien de fois m'as-tu suivi? Pendant que Kurt comptait les amants d'Ève, Suzanne se trémoussait sur ses genoux en couinant. Il renonça et se trouva des excuses. Je t'espionnais, certes. Mais c'est en véritable ornithologue que j'observais tes amours parallèles. Elle rit pour la première fois et il se tut. Oui, se disait-il avec amertume, sa tactique avait été efficace. Quand elle revenait se poser sous son arbre, à Ménilmontant comme un oiseau migrateur retourne au nid, il l'enveloppait de ses bras démesurés et les yeux bien ouverts observait son trésor plein de nouveaux souvenirs. Mais sitôt après le délire des retrouvailles, il se refermait comme une huître. Les insomnies d'Ève secouaient le lit à eau comme une mer. Quand nous vivions ensemble à Ménilmontant, reprit Ève, tous les matins, tu t'enfuyais du loft à l'aube. Sans doute de peur de manifester de la tendresse, ajouta-t-elle avec un regard noyé. Kurt se défendit. Je n'étais pas dupe. Tu faisais semblant de dormir pour me laisser partir. Et j'étais aussi malheureux que toi. D'ailleurs, le matin où j'ai décidé de percer l'abcès, quand je suis arrivé avec des croissants, j'ai retrouvé le loft inondé et le lit à eau crevé. Et la linotte envolée, acheva Ève en lui souriant. Non, pour rien au monde, Kurt ne voulait revivre ses déchirements. Il la laisserait se débrouiller avec la mort de Christo et l'atrocité des circonstances. La petite orpheline et ses cauchemars, cela ne le concernait pas. Il ne voulait pas en entendre parler, ni même y penser. Il ne tremblerait pas les mains dans cette blessure-là, ni dans aucune autre. Comment? Siffla-t-il, perfide. As-tu pu tenir 4 ans avec ce primate à casquette, flanqué de son Doberman, un chien nazi, et faire un môme avec un père pareil? Tu as été un piètre thérapeute, soupira Ève. Au mieux,
Le divan t'a servi à sauter tes patientes hystériques, quand il n'était pas, pour d'autres, un avant-goût du dernier sommeil. Moi, dont tu connais que le nom de guerre, dit-il d'un ton sec. Moi, figure mythique, dont, pauvre dinde, tu ignoreras probablement toujours le passé héroïque de lutte politique. Moi qui ai une trempe de chef, et renchérit-il avec fierté, une irrépressible tendance à jouir de ma domination sur les pommes. Elle se mit à pleurer. Bien sûr, il avait manqué de tact. Christo venait de se noyer, songea Kurt, en descendant l'escalier. Il s'était sauvé, furieux, du petit 2 pièces parisien, mais il avait gardé de la rencontre un goût amer qu'il avait encore du mal à chasser. Il avait reçu le silence d'Ève comme une gifle et un acte de résistance qui lui renvoyait une image de manipulateur foireux. Supprime-toi donc avec ta fille, avait-il dit ce jour-là. En tout cas, pour moi, tu es définitivement rayé de ma vie, même au téléphone. En partant, il s'était emparé d'une mallette ancienne qui traînait près de la porte. C'était de la vulgaire roussette, et non du croco comme il l'avait cru. Mais les dorures du fermoir, finement ouvragées, semblaient valoir le coup. Cette même mallette gisait maintenant sur le tapis vert du salon, éventrée, et Kurt n'avait jamais revu Ève. Jusqu'à ce matin, se demanda Kurt. À l'horizon, le soleil fit une apparition sous les nuages. Le soir tombait et Gustave n'était pas revenu au bunker. Kurt se leva de la paillasse et fouilla dans les paquets de lettres que le facteur avait classés sur une étagère. Ève ne lui avait pas écrit. Pourquoi l'aurait-elle fait, se dit Kurt. Quand il sortit du blocos, les éclairs déchiraient le ciel noir et les herbes hautes pliaient sous le vent. Il courut jusqu'à la villa des oiseaux et s'effondra, ruisselant, dans les bras moelleux du fauteuil défoncé. Un héritage dont il n'avait jamais pu se séparer, bien que de générations de chats s'y soient fait les griffes. Il ressemblait au fameux fauteuil de Joyce, qu'on peut voir sur la couverture de Finnegan's Wake. Ou l'auteur préféré de Kurt, les yeux fermés, derrière ses lunettes, a l'air de s'endormir sur un livre. Bercé par le souvenir d'Ève, Kurt sentit, lui aussi, les prémices d'un sommeil bienheureux et fut emporté par le raz de marée de leur premier coup de foudre où Ève et lui avaient dérivé, collés l'un à l'autre, dans le torrent des rues. Ce dialogue, qu'est-ce que vous avez voulu faire Eh bien, c'est une manière bon, montrer que les mots sont des armes, que c'est bon, pour moi c'est une scène sauvage, mais qui est vécue d'une manière relativement distancée. Et donc c'est la sauvagerie des mots. Enfin moi c'est un peu mon rapport aux mots et à l'écriture. Je suis passée par la musique pour évacuer les mots. Je les ai retrouvés avec l'écriture. Et pour moi c'est le mot tue. Enfin c'est quelque chose c'est important. Enfin ouais. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Et alors, puisque François dit c'est proche du théâtre. Oui, non? oui, oui. Enfin, là, peut-être parce qu'il y a oui. les deux personnages. Oui. C'est quand même... Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que c'est vraiment l'écriture qui du coup, crée le plaisir de lire. Et je crois qu'il n'y a pas un paragraphe où on n'est pas surpris par une image. Et c'est ce qui tient en éveil la lecture. Parce que le livre, c'est vrai, la construction, elle est complexe. Hein. Mais moi, ce qui m'a tenu en éveil, c'est chaque fois, je crois qu'il n'y a pas 5 lignes où il n'y a pas une image. C'est pas des images fulgurantes, exagérées, etc. Hein. On n'est pas dans... Mais chaque fois, il y a quelque chose, je sais pas. C'est du domaine de l'indicible. Mais on est chaque fois surpris. On dit, oh, et c'est ça qui amène le plaisir de lire, en fait, ce livre. Voilà, c'est l'écriture. Et vous avez ressenti ça? Moi, j'ai ressenti ça encore beaucoup ça plus fort avec la lecture, évidemment, qui est
Oui, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que ce qui arrive dans le dialogue, on ne s'y attend pas. C'est ça qui m'a surpris. Oui, oui, les termes sont forts, quoi. Les mots sont forts. Les mots sont forts, oui. Ouais. Et vous le dites bien, avec son sens, vous l'avez vécu vraiment. Il y a un peu de ça. Un peu de ça. Mais l'histoire, le blocos, c'est moi, l'image. C'est une vraie histoire. Hein. Moi, c'est la Ah Bête oui, Somme. C'est une vraie histoire, c'est un vrai facteur. Oui, oui. Moi, c'est pas dans la Bête Somme, le blocos qui est penché, là. Je vous dirais pas où ça parce que moi je situe ça dans une île. Voilà. Et le choix des prénoms. Ève. Ève, c'est bien. Elle courte. Courte, eh bien, pourquoi? Alors ça, je pourrais pas vous dire pourquoi. Parce que bon, je sais pourquoi un certain nombre de mes personnages masculins commencent par K. Oui. Bon, je pense que c'est pas un hasard de mon inconscient. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et à un moment, on lui dit qu'il est à court d'aspiration. D'ailleurs, puisque c'est un écrivain qui est à court d'aspiration. Donc, court. Donc il est, voilà. Eh ben oui. La courte et la désespération. Bien sûr. Et Ève, c'est pas rien. Ève. Comme Oui. prénom. C'est la femme, quoi. Et Ève, Voilà. c'est la femme. Alors Comme par hasard. qui n'arrive pas à se nommer dans toute la première partie. Voilà. Qui se nomme que par E au début du livre. L'allemand, il a un fleur. Et il y a même deux Èves, parce qu'il y a l'autre Ève, dont d'ailleurs que j'évoque dans ce chapitre-là, qui est la femme de Courte. Donc parce qu'il est, il est construit avec un prologue et un épilogue et 3 parties. Un petit peu théâtral, je l'avoue. Donc il s'agit là du fils de Bastien, le fils de Kurt, et de Suzanne, qu'on retrouve à la fin. Après s'être débarrassé de ses longues palmes, Bastien enleva son masque et fut ébloui par le tableau qui s'offrit à lui. Son ample jupe à volants et son écharpe vieux rose s'étiraient comme des voiles. Elle photographiait les rochers dressés çà et là sur la plage, émergeant des bancs de sable tels des monstres préhistoriques. Quand elle releva la tête, sa longue chevelure dorée par le soleil fut soulevée par le vent. Il découvrit ses yeux mélancoliques et le léger sourire qu'elle lui adressa lui rappela la naissance de Vénus de Botticelli. Suzanne accomplissait un pèlerinage. Elle était allée au petit cimetière de Saint-Martin voir la tombe de son père dont elle avait perdu le souvenir. Elle avait trouvé, surmontée d'une niche vide et d'une croix orthodoxe en fer rouillé, une dalle envahie de mousse où on devinait encore le relief d'une scène sculptée. En haut à gauche, un soleil très primitif envoyait ses rayons sur la casquette d'un homme qui levait un bras vers lui. Son autre bras entourait le col d'un énorme chien. Des vagues encadraient la scène d'ondulations qui évoquaient plutôt des montagnes. Le homard s'agitait avec fureur, les pinces dressées, et s'attaquait à la bouée de plongée. Bastien invita Suzanne à déguster sa pêche miraculeuse, sa mère ayant une sainte horreur des produits de la mer. Quand elle fut au salon, Suzanne effleura d'un air songeur les petits monstres moyenâgeux de la cheminée et se souvint. C'était bien la maison de son enfance, la villa des oiseaux. Donc ils sont partis en Crète sur la trace d'Ève et de celui qu'on appelle l'ours, qui est un autre personnage. Et ils ont fait naufrage. Bon, je vous passe la chose. Donc, des pêcheurs qui les recueillirent au large, Suzanne et Bastien apprirent que les bergers appelaient Nicolaos le chien errant et redoutaient ses accès de violence. Personne n'osait les approcher, lui et ses petits sauvageons, à part celui qu'on surnommait l'ours, une sorte d'ermite hirsute, lui aussi, qui descendait de loin en loin à la mer, car il adorait, disait-on, les rejetons du pop. Non,
Il n'aurait guère de chance de rencontrer l'ours car il passait son temps dans les montagnes blanches, difficiles d'accès. Une femme blonde avait vécu longtemps à la taverne au fond de la baie. Ses yeux vert pâle en avaient chaviré plus d'un, les pêcheurs s'en souvenaient bien. Elle passait son temps dans l'eau à guetter les poissons volants, une véritable passion. Elle avait écrit un livre sur une vieille femme qui vivait seule avec son âne et ses chèvres dans le village abandonné qu'on pouvait voir à flanc de montagne. Elle l'avait intitulé « Celle qui ne repart plus ». La taverne, c'était un moment rempli d'étrangers, des musiciens pour la plupart, puis ils avaient tous repris le bateau ensemble et l'auberge avait enfin pu fermer. Bravo. C'est très visuel. Je vous remercie tous.